Avec Peugeot, partagez les émotions des champions de Roland-Garros. Ce programme vous est proposé par Tire, doux comme la soie. Nous soutenons tous les tennis. Chaque joueur, chaque fan, chaque seconde. Vendredi, grande soirée spéciale Ligue 2. Et la reprise et l'ouverture du score. Vivez toute l'excitation du dénouement de la saison. Derniers espoirs, ultime suspense, grands adieux ou simple au revoir. Pour le verdict final, l'émotion est à son comble. Vendredi 20h15, grande soirée de Ligue 2 à l'occasion de la dernière journée, live sur Eurosport. Plongez au cœur de la Ligue 2 avec France Football et France Football Weekend. Télécable Satebdo, guide télé des abonnés câbles, satellites et ADSL. Thank you. This is great. Thank you. Tastes a lot better if you scored that last shot. You think what I do is easy? Tell you what, you play, I'll cook. Anybody can cook. No problem. I'll just stick to basketball. I'll stick to cooking. We are Turkish Airlines. We are globally yours. Retrouvez toute l'actualité sportive 7 jours sur 7 dans le quotidien Aujourd'hui en France. Avantage Lecomte, en association avec Longines, chronométreur officiel de Roland-Garros. America. Salut Henri. Ça va? Mais non mais attends, la prise ça va pas du tout là. T'as une prise un peu trop ouverte. Faut, tu sais, quand tu fais avec ta là, c'est pince à sucre. Tu vois, Ah, c'est oui. comme ça. Oui, non, ouais, non mais sans trop. D'accord? T'as compris ou pas? Ouais. Tu vois, tu peux refaire. pince à sucre, regarde toi, le pince à sucre. Enfin, je t'expliquerai tout à l'heure. D'accord. D'accord? Hein? Comme ça. Ouais, voilà. Ah, pas mal. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Continue, c'est bien. Allez, à tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Comme ça, il a dit, hein? Il a dit comme ça. Oui. Retrouvez toute l'actualité sportive 7 jours sur 7 dans le quotidien Aujourd'hui en France. Un jour, je serai vétérinaire. Un jour, je serai une rockstar. Un jour, je serai une danseuse. Un jour, je serai champion de tennis. Aidons les enfants à réaliser leurs rêves. Elegance is an attitude. Longines. Thank you. Avantage Lecomte, en association avec Longines, chronométreur officiel de Roland-Garros. Bonsoir à tous, bienvenue pour le deuxième numéro d'Avantage Lecomte. On va parler évidemment tennis, uniquement tennis, ou presque, avec Henri Lecomte. Bien sûr, bonsoir.
Deuxième tour qui commence demain. 13 Français, hein. 10 dans le tableau masculin, 3 dans le tableau féminin, c'est correct? Oui, c'est correct, c'est bien. Je crois que ça s'est bien défendu aujourd'hui. Je pense que demain, il va y avoir une très belle journée, notamment sur le Suzanne Lenglen. Ouais, journée spéciale française sur le Suzanne Lenglen. Il s'est passé des choses côté français aujourd'hui, notamment Arnaud Clément, on en parlera évidemment. Il y a Nadal également qui a brillé, qui s'est qualifié, qui a fait vibrer. Oui. D'ailleurs, on a une discussion tous les deux. Hein, et on va en parler notamment avec Patrick Mouratoglou. Comment ça va, Patrick? Écoutez, ça va très bien. Plus trop mieux qu'hier. Oui, moins schizophrène qu'hier, c'est ça? Exactement. Parce qu'on rappelle quand même à nos téléspectateurs que vos deux protégés, le joueur que vous entraînez, Jérémy Chardy, jouait face à l'un de vos protégés, Grigor Dimitrov. Voilà, donc situation désagréable, c'est derrière nous maintenant, donc on respire. La rayonnante Émilie Loy est avec nous ce soir. Elle arrive direct de Roland-Garros. Une forme étincelante malgré ses 7 mois de grossesse. Bonsoir. Tout va bien? Tout va super. Avec Pauline Parmentier qui vient de se qualifier. Hein. Alors ça, c'est la bonne nouvelle de la journée. Au moins, on a terminé la journée sur une bonne note. Avec un affrontement face à Victoria Azarenka lors du prochain tour. Il est avec nous ce soir. Il est avec nous tous les soirs grâce à Vintage Verdier. Vous connaissez sa voix, évidemment, l'une des voix du tennis. Voici son visage, Frédéric Verdier. Comment ça va? Bonsoir, quelle présentation. Je suis très ému, très honoré. Merci, bonsoir. Voilà, avec beaucoup de thèmes de discussion ce soir. C'est le sommaire, c'est parti. Au sommaire, les enfants de Patrick Mouratoglou, c'est Gilles Simon qui s'impose face à Grigor Dimitrov et confirme sa forme du moment. Ça passe pour Gilles Simon, de même pour Jérémy Chardy et Arnaud Clément. Dans Vintage Verdier, nous reviendrons sur le match de légende Kuerten-Russell en 2001. Enfin, gros plan sur Maxime Teixeira avant le match de sa vie face à l'ogre Roger Federer. Voilà pour le programme. On va évidemment parler beaucoup de France. C'était Jérémy Chardy. Qui a battu un petit lapsus. On va partir avec Rafael Nadal, messieurs, qui faisait son entrée dans le tournoi aujourd'hui avec sur les épaules tout le poids de l'histoire. Tout le poids de l'histoire avec un 6e titre du Grand Chelem pour rejoindre le grand Björn Borg. On va tout de suite revoir les images de l'an dernier pour se rafraîchir un petit peu la mémoire. C'était sa 38e victoire en 39 matchs sur la terre battue de Roland-Garros. C'était face à Robin Söderling en finale. Rafael Nadal, est-ce qu'il est déjà, Henri, dans la légende du tournoi? Non, enfin, dans les gens du tournoi, il a passé aujourd'hui, bien sûr, mais bien sûr parce qu'il a gagné en 5-7 aujourd'hui, mais je crois qu'avant tout, c'est pas le même Rafael Nadal qu'on a vu l'an dernier. Il a été vraiment malmené aujourd'hui contre Isner, qui est, on l'avait dit, moi je l'avais dit hier, mais avec Patrick, pensait que ça allait être un peu plus rapide. Mais avec ce changement de balle, les balles qui sont très dures, avec un temps aussi sec, avec un serveur comme Isner, c'était un match assez difficile pour Nadal aujourd'hui. Et il s'en est sorti, on le sait, hein, de toute façon, dès que c'est 5-7, il est beaucoup plus fort physiquement et par la suite, il a retrouvé son niveau de jeu. Mais il a été quand même en difficulté, je trouve, aujourd'hui, en jouant très court en revers. Ça, on y reviendra, mais par rapport à l'enjeu de ce tournoi, on a vu ses victoires de l'an dernier, ça fait 5 pour lui. Est-ce que c'est lourd à porter? Quand vous parlez de légende, vous faisiez allusion à toutes les éditions remportées préalablement. Je pense qu'il est déjà dans la légende de Roland-Garros, c'est évident. Bien au-delà. C'est vrai que s'il remporte cette année le titre, il égale Björn Borg, donc c'est un pas supplémentaire, mais comme le faisait remarquer Henri... il n'est pas encore là. Malheureusement, ou heureusement, mais malheureusement, parce que si on pouvait avoir en finale un duel sérieux entre Nadal et Djokovic, avec deux joueurs qui jouent leur meilleur tennis, je pense qu'on peut assister à un match d'anthologie. Pour le moment... c'est vrai qu'aujourd'hui, Nadal nous a quand même... prématuré, je trouve. Même si Isner a fait un très gros match, a surtout très très bien servi et était très bon sur le deuxième coup de raquette, Nadal nous a paru vraiment faible. Un peu tendu. En fait, j'ai le sentiment que, parce que je cherche une explication à ça, que disons que toutes ces défaites accumulées face à Djokovic, il faut rappeler quand même qu'il a perdu 4 fois de suite. Dont 2 fois sur terre battue. Dont 2 fois sur terre battue sur les 3 derniers mois. Je pense qu'il a pris un énorme coup au moral, énorme. Je pense que il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est que c'est un joueur qui a toujours très peu perdu sur terre battue, quasiment jamais. Ce qui est quand même quelque chose de très particulier. On le voit. Et je pense qu'on ne mesure pas ce que ça représente pour lui de se retrouver en situation d'échec. C'est quelque chose de vraiment nouveau, totalement nouveau. Il l'a été un tout petit peu sur des surfaces rapides en début de carrière, sur gazon au tout début de sa carrière. Mais il était en phase de progrès, etc. Donc c'est pas du tout le même état d'esprit. Et sur terre battue, c'est quelqu'un qui n'a jamais perdu, quasiment jamais perdu. Est-ce qu'il a construit un monstre, comme disait Roger Federer, sur terre battue justement? 40 matchs, c'était son 40e match, 39e victoire, Frédéric.
Est-ce que ce sentiment, on a l'impression qu'il était tendu en début de match, Rafael Nadal? Parce qu'avant, il y avait, je trouve, un sentiment de puissance absolue. Et là, on a l'impression que ces certitudes vacillent depuis quelques mois. Depuis justement les 4 défaites en finale à chaque fois contre Djokovic, les 2 surtout à Madrid et à Rome. Et même à Rome, on a vu au premier tour contre Paolo Lorenzi, qui est un joueur qui est vraiment un joueur moyen, un bon terrien, mais un joueur que Nadal normalement doit battre 2-2. Là, il est passé à 4 points de la défaite contre Lorenzi, ou 6 points, et vraiment c'était quelque chose, on sentait déjà qu'il avait été très marqué par sa défaite en finale de Madrid. Exactement. Et là, j'ai senti effectivement timide, inhibé, pas du tout comme d'habitude, il marche sur l'adversaire. Henri faisait référence à son revers court, ce qui est exact, mais en coup droit, qu'est-ce qu'il joue court? D'ailleurs, si ça vous intéresse de voir la palette, on va en parler, mais en coup droit, qu'est-ce qu'il joue court? Et que dans l'axe. Aucun coup court croisé, ou très très peu, énormément dans l'axe et court, donc il fait absolument pas mal. Moi surtout, ce qui m'a choqué un petit peu aujourd'hui, pas choqué par rapport à Nadal, on va pas en venir, c'est quand même le joueur extraordinaire, c'est un peu son attitude. Quand il était mené 2-7-1 contre Isner, tout d'un coup, et à chaque fois qu'il prenait la ligne, il se disait mais j'arrive pas à le retourner, je suis perdu, tu vois, il avait l'air perdu sur le terrain, et on s'est dit, oulala, attention, on sait jamais, mais on sait très bien qu'après en 5-7, c'est une autre paire de manches. Mais c'est la première fois que je le voyais comme ça. D'habitude, il est toujours, tu sais, concentré, il est là, il te regarde pas, il court au changement de côté, il est là. Là, il regardait son oncle, il disait... Émilie, il vous a donné quoi comme élément? Émilie, vas-y. Moi, je trouve un petit peu paniqué, alors qu'il mène un set, un break. Il n'y a pas de raison de douter quelque part, il n'y a pas de faux lac. L'avantage d'Isner, c'est qu'il a changé de tactique à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il est devenu beaucoup plus offensif, il est venu plus au filet. Il obligeait Rafael Nadal à tirer des passings, chose qu'il n'aime pas trop faire. Et donc c'est ça qui m'a un petit peu surprise. Ces erreurs qu'il a commises, même en fin de match, on ne se sent pas rassuré au moment de terminer. Les balles à mi-court qu'il loupe, d'habitude, il arrive à trouver un angle court croisé, on n'en parle même plus. Donc on sent pas mal de doutes. Alors est-ce que ça va l'avoir rassuré quelque part, entre guillemets, cette victoire ? J'espère qu'en tout cas il va monter crescendo dans ce tournoi et que physiquement il va tenir, parce que mine de rien il a joué pas loin de 4 heures. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, parce qu'il y a un petit élément à mon avis qui a pu peser quand même, c'est chez Nadal l'adversaire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant même de jouer, il savait qu'avec John Isner, vu ce qu'il est en ce moment, c'est-à-dire avec le manque de confiance relatif qu'il a par rapport à ses précédents Roland Garros, je pense qu'il se disait contre Isner, j'ai pas toutes les clés aujourd'hui. C'est-à-dire que effectivement, on l'a vu. Isner, s'il volaille très bien, il se déplace également très bien pour un joueur qui fait 2,06 m. Il sert évidemment comme un monstre. Il savait très bien qu'il pouvait être entraîné dans des tie-breaks. Et d'ailleurs, il a joué 2 tie-breaks, il les a perdus tous les 2. Donc je pense que ça a joué aussi. Est-ce qu'il a fait le meilleur match de sa carrière? Je pense que Isner, sincèrement, sur terre battue, il a fait l'un de ses meilleurs matchs. Quand tu vois le tie-break qu'il a fait dans la 3e manche, je te jure, c'est un truc, c'est du tir au pigeon, sans déconner. Le gars, il gagne les 2 tie-breaks 7-2. Ah non, mais il a fait un tie-break. Mais c'était... Le mec, il réfléchissait pas, quoi. Il était très fort. Mais je suis très convaincu qu'au 2e tour, contre Pablo Andújar, vous allez voir le même Nadal que l'an dernier. Qui va lui marcher dessus, il y a à mon avis aucun risque aucun doute. Il y a la différence de gabarit, quand on voit le service d'Isner, de temps en temps il faisait des kicks, et quand même Nadal est obligé de retourner quasiment plus à hauteur d'épaule, et ça il n'a pas l'habitude, mine de rien. Dans les la taille, avant la palette. Complètement d'accord avec Émilie, la taille joue beaucoup pour 2 raisons. La première, c'est que le lift de Nadal gêne beaucoup moins un gars qui fait 2,8 m, qui prend tout entre la hanche et l'épaule, alors que les plus petits, ils jouent la balle beaucoup plus haut. Et la deuxième chose, bon, évidemment, le service. Il a servi en moyenne à 207 km/h en première, ce qui est quand même monstrueux, parce qu'une moyenne de 207, il a fait une pointe à 232 sur terre. Et on parle beaucoup de sa première, mais c'est sa deuxième balle aussi qui est énorme. Gigantesque. Exactement. Et il a un taux de réussite derrière sa deuxième qui est de 60%. Contre Nadal, sachant, quand on connaît les qualités de Nadal du fond de cours et celle d'Isner comparativement, de faire 60% de points derrière sa seconde balle, pour Isner, c'est énorme. Oui, mais surtout, et ça montre qu'il était en position d'attaque à chaque fois derrière ses deuxièmes. Il a très très bien utilisé le fameux service en coup en 2 temps, je monte au filet, ou le 3e, je tentais le coup gagnant. Donc ça permettait aussi à Isner de rester dans la partie et de ne pas laisser organiser un Rafael Nadal qui lui aime bien se mettre une à droite, une à gauche. C'est ce qui s'est passé au 5e, parce qu'au 5e, c'est vrai ce que tu disais, il n'a pas fait grand-chose en fin de compte. Il a joué vraiment à l'intérieur du court, il sentait que Isner était carbonisé et qu'il a mis une balle à droite, une balle à gauche. Il s'est joué sur l'intensité, il a baissé l'intensité, Isner, il est fatigué, on l'a senti fatigué, son service a un tout petit peu moins bon. Et c'est ce qui a fait la différence. Et donc Rafa Nadal s'en est sorti grâce notamment à un schéma qu'il apprécie particulièrement, notamment après son service. Ça va être notre décryptage. Patrick, oui. Son schéma préféré, c'est ça? Oui, enfin c'est un de ses schémas. En fait, on sait que... Petit jingle quand même, avant de lancer la